200 hommes, des moudjahidines, armés de fusils DSHK et de canons sans recul. Tous convergent vers une route étroite, une embuscade de 8 km de long. Une compagnie de fusiliers motorisés, 120 hommes, des véhicules blindés de transport de troupes, des armes légères. Une gorge étroite où il est impossible de faire demi-tour. S'ils étaient entrés dans les lieux comme prévu initialement, personne n'aurait quitté l'entreprise. Zéro. En 1985, en Afghanistan, on appelait ça un sac incendiaire. Une colonne pénètre dans un ravin. Les moudjahidines la laissent aller jusqu'à mi-chemin. Puis ils bloquent la sortie et tirent sur elle avec tout ce qu'ils ont. Méthodiquement, sans précipitation. Par le haut, de haut en bas. 8 kilomètres de meurtre. Mais la compagnie n'entra pas. Le commandant de compagnie refusa d'exécuter l'ordre. Il déclara clairement par radio « Je ne mènerai pas ces hommes à la mort ». Il a été menacé de destitution, tribunal, prison. Il tint bon. Pendant 30 minutes. Il exigea une reconnaissance. Il exigea un appui aérien. Le quartier général a insisté « Il n'y a pas de temps, les hélicoptères sont occupés, un ordre est un ordre ». 20 minutes plus tard, 2 Mi-24 arrivèrent. Les pilotes volèrent à basse altitude au-dessus des gorges et virent ce qui avait sauvé la compagnie. 200 fusils, prêts pour le massacre. Le commandant n'a pas été traduit en cour martiale. Il a reçu une médaille. Mais l'entreprise a survécu. Voici l'histoire d'un homme qui a sauvé 120 vies en désobéissant aux ordres. Province de Laghman, juillet 1985. Il fait près de 45 degrés Celsius à l'ombre. Mais il n'y a pas d'ombre. La poussière flotte dans l'air. Si dense qu'on ne voit pas à 300 mètres. Au-delà, une brume blanchâtre. Les montagnes s'y fondent comme des mirages. Le BTR 80 est stationné sur le bas-côté. Moteur éteint. Ils économisent de carburant. Les parachutistes, assis à l'ombre du blindé, boivent de l'eau. Leurs gourdes sont à moitié vides. Le lieutenant Maxime Drozdov se tient près de la carte. Il l'a étalée sur l'armure. Il l'a lestée de pierres au coin. Le vent essaie de l'emporter. 32 ans, grand, musclé, bronzé à l'extrême. Il est en Afghanistan depuis plusieurs mois. Sa tunique est trempée de sueur. Le col est légèrement abîmé. Commandant de compagnie. Il regarde la carte. Son doigt suit la route. La route s'enfonce dans une gorge. 8 kilomètres jusqu'au village. Un fil ténu. À gauche, des falaises. À droite, des falaises. Le dénivelé est de 200 mètres de chaque côté. Classique, dit-il à voix haute. Personne ne répond. L'officier politique somnole dans l'ombre. Les chefs de section fument à l'écart. Drozdov ferme les yeux. Il a déjà vu ça, souvent. Dans les manuels scolaires, dans les rapports, dans les récits des survivants. Une gorge étroite, c'est la mort. Surtout s'il y a une embuscade. Et il y a toujours un risque d'embuscade. Il ouvre les yeux. Il regarde l'entrée des gorges, à environ 1,5 km de là. 2 rochers s'avancent de chaque côté, tels des portes. Au-delà, l'obscurité règne. Le soleil ne l'atteint pas. Camarade lieutenant-colonel ? Drozdov se retourne. L'opérateur radio lui tend le récepteur. Siège social. Drozdov décroche le téléphone. Il écoute. Son visage reste impassible. Compris. Entrez dans la gorge. Fouillez-la entièrement jusqu'au village. Localisez et détruisez les caches d'armes. Pause. Quand ? Maintenant ? La voix au téléphone dit quelque chose, d'un ton sec, brièvement. Compris, répète Drozdov. Il raccroche. Il reste debout, silencieux. Il regarde la carte. Le responsable politique se réveille. Bien ? À l'ordre, nous entrons. Quand ? Dans 20 minutes. Le conseiller politique se lève. Il s'approche de la carte. Il la regarde. Il a vu la même chose. Il reste silencieux. Les chefs de section jettent leurs cigarettes et se dirigent vers les blindés.
Sommes-nous en train de rassembler des gens? Drozdov ne répond pas. Il contemple la gorge. Le soleil est haut. Les rochers ne projettent presque aucune ombre. S'il y a une embuscade, vous ne la verrez pas. Les Dushman savent se cacher. Ils se fondent dans le décor rocheux. On peut passer à 3 mètres sans s'en apercevoir. « Camarade lieutenant-colonel » demande à nouveau le commandant de la première section. Drozdov secoue la tête. « Attendez. » Il prend les jumelles. Il observe les pentes, les rochers, les crevasses, les buissons, les ombres. Rien. Mais cela ne veut rien dire. 200 personnes peuvent se cacher si bien qu'un hélicoptère ne les verrait même pas. Jusqu'à ce que les coups de feu commencent. Drozdov abaisse les jumelles. « Opérateur radio !» L'opérateur radio court avec un récepteur. « Contactez le siège social. » Pause. Crépitement de l'éther. « Il y a un lien. » Drozdov décroche le téléphone. « Lieutenant Drozdov, je demande l'autorisation de reconnaître les gorges avant d'y entrer. 30 minutes. » Voix au téléphone, mécontente. « Je comprends, mais la zone nécessite une inspection. Un site d'embuscade classique. » Pause. « Veuillez affecter un hélicoptère, un seul appareil, pour 10 minutes. » La voix au bout du fil devient plus forte. L'opérateur radio peut l'entendre même sans casque. « Je comprends, » dit Drozdov, « mais veuillez prendre en compte... » Il est interrompu. Drozdov écoute. Son visage est impassible. « Oui, monsieur, j'ai bien compris l'ordre, mais j'insiste pour une reconnaissance. » La voix au téléphone se transforme en cri. Drozdov éloigne le téléphone de son oreille. Il attend. Puis, calmement, il dit « Camarade lieutenant-colonel, je ne peux pas mener la compagnie dans la gorge sans reconnaissance. Ce serait du suicide. » Silence au bout du fil. Lourd. Puis une voix. Calme. Menace. « Je le répète, » dit Drozdov, « je ne mènerai pas les gens à la mort. Envoyez au moins un avion. » Crépitement de l'éther. Le responsable politique le saisit par l'épaule. « Qu'est-ce que tu fais? Tu vas passer en cour martiale ?» Drozdov le regarde. « Ou une entreprise sous le feu des balles. »« Un ordre est un ordre. » « L'ordre est de mener à bien la tâche. Ne perdez pas l'entreprise. »« Vous êtes menacé ?»« Qu'il menace ?» Drozdov raccroche. Il se tourne vers les commandants de section. « La compagnie est prête, mais nous ne bougerons pas tant que les agents de reconnaissance ne seront pas arrivés. Et s'ils ne l'envoient pas? Attendons. Combien? Autant que nécessaire. » Le commandant de la deuxième section sourit. « Ils vont te tirer dessus? Mieux vaut moi seul que toute l'entreprise. » Il contemple à nouveau la gorge. Les rochers sont silencieux. Le vent soulève la poussière le long de la route. Là-haut, tout en haut, un oiseau crie. Brutalement. Une seule fois. Puis le silence. Maxime Drozdov est né à Krasnoïarsk en 1953. Il a grandi à la périphérie de la ville, dans une maison près de la forêt. Mon père travaillait comme garde-chasse. Il partait une semaine dans la taïga. Il revenait silencieux, épuisé, imprégné d'une odeur de fumée et d'aiguilles de pin. Maxime l'accompagnait depuis l'âge de 12 ans. Il avait appris à lire les traces, à écouter la forêt, à remarquer ce que les autres ne voyaient pas. Mon père parlait peu, mais quand il parlait, on s'en souvenait. Ne regardez pas là où tout le monde regarde. Regardez là où personne d'autre ne regarde. Il marchait le long du sentier. Père s'arrêta, il désigna la gauche, vers le flanc de la montagne. « Vous voyez ?» Maxime regarda. Des arbres, des buissons, des rochers. « Non. » Là, près du gros rocher, l'ombre est différente. Maxime plissa les yeux, scruta, et vit. Un ours, allongé dans l'ombre, fondu au sol, noir sur noir. Comment l'avez-vous remarqué? La forme d'une ombre, non pas celle d'une pierre, celle d'un être vivant. Le père est passé à autre chose. Maxime s'en est souvenu. Regardez là où personne d'autre ne regarde.
La forme est plus importante que la couleur. 5 ans plus tard, il entra à l'école militaire. Son père le salua en silence. Il lui serra la main, brièvement. « Prends soin de ta tête, tu n'en as qu'une. » Maxime est sorti diplômé de l'académie en 1975, lieutenant, troupe de fusiliers motorisés. Il a été affecté au district militaire sibérien, service discret, exercice, tir, cours politique, service régulier. Ils se sont mariés en 1977, Lena, une institutrice, originaire d'Irkoutsk. Ils ont donné naissance à une fille. Ils l'ont prénommée Katia. La vie suivait son cours paisiblement. Pas de bouleversement, pas de guerre. Avant le début de l'Afghanistan, 1984, printemps, convoqué auprès du commandant du régiment. « Drozdov, prépare-toi, contingent limité, Afghanistan, rotation de 6 mois. » Maxime acquiesça. « Manger. » Lena pleurait. Silencieusement. La nuit. Elle pensait qu'il ne pouvait pas l'entendre. Entendu. La fille avait 5 ans. Elle ne comprenait pas où allait son père. Elle demanda « Loin ?»« Loin. »« Reviendras-tu ?»« Je reviendrai. » Il revint 6 mois plus tard, bronzé, silencieux. Il dormait mal. Il sursautait au moindre bruissement. Lena a demandé « Que s'est-il passé là-bas ?» Service. Il ne parla plus, mais je l'ai écrit, dans un carnet, tous les soirs, en petites phrases. Les routes étroites sont mortelles, vérifiez toujours les pentes. Les Dushman tirent d'en haut, ils ont toujours l'avantage. L'aviation résout tous les problèmes. Sans air, n'allez pas en montagne. Les commandants au quartier général ne voient pas le terrain, ils voient la carte est mensongère. Il relut les notes, encore et encore, pour les mémoriser. Au printemps 1985, il fut de nouveau rappelé. « Drozdov, on refait tourner l'équipe. On a besoin de personnes expérimentées. » Il n'a pas protesté. Il a fait ses valises. Il a dit au revoir à sa famille. Lena n'a pas pleuré. Elle a simplement regardé. Longtemps. « Viendrez-vous ? » « Je viendrai. » « Vivant ? » « Vivant. » Il est parti en juin. Il s'est envolé pour Kaboul. De là pour Jalalabad. De là pour Lagman. Nommé commandant de compagnie. 120 hommes. 3 sections de fusiliers motorisés, 4 véhicules blindés de transport de troupes. La compagnie était jeune. La moitié étaient des recrues, tout juste sortis du camp d'entraînement. Elle n'avait jamais vu l'Afghanistan. Drozdov a réuni les commandants de section dès le premier jour. « Écoutez bien, ce n'est pas comme dans les manuels. Personne ne vous attendra à découvert. Ils tirent de derrière des rochers. Au détour d'un coin, d'en haut, la nuit, quand vous vous y attendrez le moins. » Le commandant de la première section a ri sous cap. « Nous avons étudié, nous savons. » Drozdov le regarda. « Savez-vous à quoi ressemble une personne qui a reçu une balle dans le ventre? Quand ses entrailles sont sorties et qu'elle est encore en vie ?» Le sourire disparut. « Non. Tu verras, si tu fais comme dans le manuel. » Silence. « La règle principale, c'est de ne pas aller là où ils vous attendent, » poursuivit Drozdov. « Si la route débouche directement dans un ravin, n'y allez pas. Si le village est désert, n'y entrez pas. S'il y a du calme, c'est qu'il prépare une embuscade. »« Alors comment allons-nous combattre ?» demanda le commandant de la 2e section. « Réfléchissez. Et utilisez l'aviation. Les hélicoptères voient ce que nous ne voyons pas. Demandez toujours une reconnaissance. Toujours. Et si le siège refuse, insistez. Ils vont nous envoyer. Qu'ils l'envoient. Rester en vie est plus important. » Les commandants échangèrent un regard. On ne disait pas des choses pareilles à l'école. « D'autres questions ? » Silence. « Alors allez-y, préparez les hommes. Nous partons demain. » Ils partirent. Drozdov se retrouva seul. Il sortit son carnet et relut ses notes. « Les routes étroites sont mortelles.
vérifiait toujours les pentes. Il ferma son carnet. Il regarda par la fenêtre. Dehors, il y avait des montagnes, interminables, grises, sans vie. Là-bas, dans ces montagnes, des gens préparaient des embuscades, chaque jour, patiemment, méthodiquement. Nous avons attendu le convoi, nous avons compté les voitures, nous avons choisi un emplacement. Et ils ont tiré. Drozdov le savait, il en a vu les conséquences. Des véhicules blindés de transport de troupes calcinés. Des corps dans des sacs mortuaires. Des avis de décès. Il ne voulait pas que son entreprise devienne une simple statistique de plus. Je ne voulais pas écrire de lettres à mes mères. C'est pourquoi il se souvenait de chaque détail, de chaque incident. Comment le lieutenant Kovalev a mené un peloton dans un ravin sans reconnaissance préalable. 7 hommes sur 30 sont revenus. Comment le capitaine Somov pénétra dans le village désert. Le piège se déclencha. 9 morts, 16 blessés. Comment le commandant Beliaev a ignoré le rapport des services de renseignement. Il a déclaré « Il mente, il est vide ». La compagnie est tombée dans une embuscade. 14 200, 23 300. Drozdov a tout noté. Il a analysé la situation, il en a tiré des conclusions. La conclusion était claire. Faites confiance, mais vérifiez. Surtout les ordres venant du siège. Le quartier général se trouve dans une pièce chauffée. Il regarde la carte. Il voit des lignes, des altitudes, des distances. Il ne voit ni les pierres, ni les crevasses, ni les ombres. Il ne voit pas des gens armés de mitrailleuses qui pourraient se cacher derrière chaque rocher. Drozdov a vu, parce que mon père me l'a appris. Regardez là où personne d'autre ne regarde. La première mission eut lieu 1 semaine après l'affectation, en juillet, sous une chaleur accablante. Il s'agissait d'escorter un convoi de ravitaillement jusqu'au poste avancé. 30 km sur une route de montagne, aller-retour. Drozdov étudia le trajet. La carte indiquait un chemin simple. La route longe une vallée, pas de gorge, large, ouverte. Il a appelé les commandants. Quelqu'un a-t-il déjà emprunté ce chemin? Le commandant de la 3e section leva la main. Moi, il y a 3 semaines. Comment ça s'est passé? Calmez-vous, ce n'est pas un coup de feu. Où se trouvent les zones dangereuses? Au 23e kilomètre, la route se rétrécit d'environ 300 mètres. Il y a des collines de chaque côté, mais elles ne sont pas hautes. On peut voir à travers. Drozdov acquiesça. Je vais demander l'envoi d'un hélicoptère dans cette zone. Pourquoi? C'était calme là-bas. Il y a 3 semaines. Aujourd'hui, la situation est peut-être différente. Il a appelé le quartier général. Il a demandé des renforts. Ils ont répondu « Les hélicoptères sont très occupés. La route est sûre, passez sans abri. » Drozdov a insisté. « Je demande au moins une sortie de reconnaissance, avant la colonne. » Refusé. Ne perdez pas votre temps. Il raccrocha et regarda les commandants. On y va, mais au 23e kilomètre, alerte maximale. Hommes sur les flancs. Mitrailleuse prête à faire feu. Vitesse 30 km/h. Pour avoir le temps de réagir. Croyez-vous vraiment qu'il y a une embuscade? Je ne sais pas, mais je serai prêt. La colonne partit le matin. 6 véhicules de ravitaillement, 4 véhicules blindés de transport de troupes pour la protection. La compagnie de Drozdov, en tête et en queue. La route était déserte. Poussière, chaleur, silence. Les 20 kilomètres s'écoulèrent sans encombre. Drozdov, assis dans le véhicule blindé de tête, scrutait les pentes à travers la fente d'observation. Rien. Mais ce sentiment persistait. Quelque chose n'allait pas. 23e kilomètre. La route se rétrécit. Des collines de part et d'autre. Pas très hautes. Environ 50 mètres. Drozdov a ordonné. Vitesse 20. Artilleur, niveau de préparation numéro 1. Le mécanicien a ralenti. Le véhicule blindé de transport de troupes a commencé à avancer au pas. Drozdov regarda les collines, les rochers, les buissons. Rien.
La colonne a franchi la moitié de la section dangereuse. Drozdov expira. Peut-être s'était-il inquiété pour rien. À ce moment-là, le responsable politique assis à proximité a déclaré « Regarde, à gauche, en haut de la colline ». Drozdov tira sur les jumelles. Il visa. Pierre. Grosse. De forme étrange. Pas étrange. Faux. Pas naturel. Il examina la pierre de plus près. Elle était recouverte de tissu. Un filet de camouflage. Il y a un tronc sous le filet. « Arrêtez !» cria Drozdov. Le véhicule blindé de transport de troupes s'est arrêté. La colonne s'est arrêtée. « Artilleurs, colline à gauche, feu !» Le canon de 30 mm fit feu. L'obus explosa au sommet de la colline. Le filet de camouflage fut arraché. En dessous se trouvait une DSHK. Une mitrailleuse lourde. Et 3 personnes. Ils se levèrent d'un bond et se mirent à courir. Le mitrailleur du 5CI ouvrit le feu. Une longue rafale. Les balles traçantes sillonnèrent l'air. L'un est tombé. 2 se sont cachés derrière les rochers. Drozdov s'empara de la radio. « Tous, repérez les collines, ouvrez le feu sur les cibles suspectes. » Les véhicules blindés de transport de troupes ont déployé leurs canons. Les mitrailleuses ont commencé à crépiter. Une grenade a explosé sur la colline de droite. C'est un des parachutistes qui l'a lancée. 2 autres ont surgi de là. Ils ont dévalé la pente. Ils n'ont pas survécu. La fusillade a duré environ 3 minutes. Puis le calme est revenu. Silence. Drozdov ordonna à un peloton de débarquer et de ratisser les collines. Ils ont trouvé 2 DSHK, 4 mitrailleuses, 30 kg de TNT et 6 morts. Embuscade. Si la colonne était passée à pleine vitesse, les soldats auraient ouvert le feu des 2 côtés. Ils auraient détruit les camions. Ils auraient incendié les véhicules blindés de transport de troupes. Les pertes auraient été importantes. L'officier politique examina les corps des douchemans. « Comment l'avez-vous remarqué » Drozdov désigna la colline. La pierre avait la mauvaise forme, elle était trop lisse. J'ai cherché aussi, je ne l'ai pas vue. Vous devez savoir ce qu'il faut rechercher. Ils regagnèrent les véhicules blindés de transport de troupes. La colonne reprit sa route. Nous avons atteint le poste avancé sans incident. Déchargé, retour sur le chemin du retour. Le soir, Drozdov rédigea un rapport. La route est relativement sûre. Une embuscade a été détectée et déjouée au 23e kilomètre. 6 soldats ennemis ont été tués. Butin, 2 DSHK, 4 AKM et des explosifs. Aucun blessé de notre côté. Il a envoyé le rapport et est allé se coucher. Le matin, le commandant du bataillon l'a appelé. « Drozdov, c'était quoi cette fusillade hier ?»« Embuscade, camarade-major. Détruit. » Le quartier général affirme que la route était sûre. Le siège social s'est trompé. Le major le regarda. « Tu es trop prudent. Tu vois des embuscades partout. » Elle était là hier. Avoir de la chance une fois ne signifie pas que cela durera toujours. Drozdov resta silencieux. Le commandant soupira. « D'accord, au travail. Mais n'en faites pas trop, sinon vous risquez de devenir paranoïaque. » Drozdov est parti puis est retourné dans l'entreprise. Le commandant de la première section attendait à la porte. « Vous ont-ils grondé ? Vous avez été prévenu ? Pourquoi ? Par précaution. » Le commandant a ri sous cape. C'est une armée étrange. Ils nous mettent en garde contre le manque de pertes. Drozdov haussa les épaules. Habituez-vous-y. Mais il ne renonçait pas à la prudence. Il commençait chaque sortie par une analyse. Il étudiait chaque itinéraire. Il repérait chaque passage dangereux. Le quartier général n'appréciait pas cela. Drozdov demandait souvent des hélicoptères. Trop souvent. Ils ont refusé. Ils ont dit « Ne gaspillez pas les ressources, les hélicoptères sont nécessaires ailleurs. » Il a insisté. Il n'a pas toujours obtenu gain de cause, mais il a essayé. La compagnie le respectait.
Pendant 1 mois et demi, pas un seul mort. 3 blessés, des blessures légères. Ils reprirent le service 1 semaine plus tard. De la chance? Peut-être. Mais Drozdov ne croyait pas à la chance. Il croyait à la préparation. Mon père disait « La chance sourit aux audacieux ». Drozdov était prêt. Toujours. Même lorsqu'ils donnaient des ordres qui n'avaient aucun sens logique. Même lorsqu'ils ont menacé de saisir un tribunal. Même quand ils disaient « Allez-y, n'ayez pas peur, c'est vide là-bas ». Il a quand même vérifié. Car la survie de l'entreprise primait sur sa carrière. Et ce jour de juillet, lorsque l'ordre arriva de pénétrer dans la gorge sans reconnaissance, il sut. C'était impossible. J'en étais certain. Comment savait-il que la pierre sur la colline avait une forme irrégulière? Comment savait-il que l'ombre de l'ours ne provenait pas d'une pierre? Regardez là où personne d'autre ne regarde. Il regarda. Et j'ai vu la mort. Drozdov se tient près du véhicule blindé de transport de troupes. 15 minutes se sont écoulées depuis la conversation avec le quartier général. Il n'y a pas de réponse. L'entreprise attend. Des gens sont assis à l'ombre. Ils fument. Ils parlent à voix basse. Le conseiller politique est nerveux. « Maxime, allez, j'ai des ordres, allons-y. » Drozdov secoue la tête. « Attendons encore un peu. »« Combien encore, vous... » »« Je sais. » L'opérateur radio sort du véhicule blindé de transport de troupes. « Camarade lieutenant-colonel, le quartier général est en ligne. » Drozdov décroche le téléphone. « Je vous écoute ?» Voix au téléphone, en colère, fatigué. « Drozdov, c'est la dernière fois. Entre dans la gorge, immédiatement. Sinon, tu n'auras que toi à blâmer. » Drozdov reste silencieux. Puis il dit « Je demande au moins un avion. 10 minutes. Survoler les gorges. »« Les avions sont occupés. »« Camarade lieutenant-colonel, j'ai vu des gorges comme celle-ci. Il y a toujours « Je me fiche de ce que vous avez vu. Obéissez aux ordres. » Drozdov serre le récepteur. Silence. La voix au téléphone est plus faible. « Drozdov, comprends-tu ce que je peux te faire ?»« Comprendre. »« Et vous refusez toujours ?»« Je ne refuse pas, je demande 30 minutes. »« Vous n'avez pas 30 minutes, vous en avez 5. »« Alors j'attends l'hélicoptère. » Silence au bout du fil. Long. Puis une voix, très faible. « Vous avez signé votre propre arrêt de mort. » Clic. La connexion a été perdue. Drozdov tend le récepteur à l'opérateur radio. Il se retourne. Le responsable politique le regarde. « Tous ?»« Tous. »« Tribunal ? » ?»« Peut-être. »« Êtes-vous sérieux ?» Drozdov hoche la tête. Il consulte la carte. Il observe à nouveau les gorges. 8 kilomètres. Route étroite. Forte pente. Embuscade classique. Peut-être qu'elle n'est pas là. Peut-être que le QG a raison. Peut-être qu'ils sont paranoïaques. Mais si cela existe, 120 personnes, son peuple, vivantes, avec leurs histoires. Des familles, des mères. Il n'a pas le droit de les mettre en danger pour une commande qui n'a pas été vérifiée. Le commandant du 2e peloton s'approche. « Camarade lieutenant-colonel, que faisons-nous ?»« Nous attendons. »« Combien ?»« Jusqu'à ce qu'ils envoient une reconnaissance. »« Et s'ils ne l'envoient pas ?» Drozdov le regarde. « Alors on attendra quand même. » Le commandant secoue la tête. « Tu es têtu. »« Vivant, » corrige Drozdov. 10 minutes s'écoulent encore. Le soleil tape fort. La chaleur devient insupportable. Les gens boivent de l'eau. Leurs gourdes se vident. Drozdov reste immobile. Il regarde le ciel. Rien. L'opérateur radio saute du véhicule blindé de transport de troupes. « Camarade lieutenant-colonel, message. »« Lequel ?»« 2 Mi-24 nous ont été dépêchés. Ils seront là dans 5 minutes. » Drozdov expire. Pour la première fois depuis une demi-heure. Compris. L'officier politique s'approche. L'ont-ils vraiment donné ?
Ils me l'ont donné. Comment as-tu fait? Je n'ai pas reculé. Au bout de 4 minutes, un bourdonnement se fait entendre, faible, intensifiant. 2 points apparaissent à l'est. Ils se rapprochent rapidement. Hélicoptère, Mi-24, crocodile, combat. Ils survolent l'entreprise, à basse altitude, à une centaine de mètres environ. Drozdov prend la radio. Avion numéro 1, êtes-vous en contact? En ligne, de quoi avez-vous besoin? Veuillez inspecter les gorges devant vous, des 2 côtés, pente, embuscade possible. Compris, allons passer un examen. Les hélicoptères font demi-tour et se dirigent vers les gorges. L'entreprise observe, tout, en silence. Les hélicoptères pénètrent dans la gorge. Ils descendent. Ils survolent les pentes, lentement, méthodiquement. 1 minute passe, 2. La radio grésille. Avion numéro 1, contactez-nous. Je vous écoute. Contact, visuellement environ 200 ennemis, sur les 2 versants, mitrailleuses, canons sans recul, tout est réglé au millimètre près, un véritable sac. Le cœur de Drozdov bat la chamade, mais sa voix est calme. Compris, quelles sont les étapes? Demande d'autorisation de grève. J'autorise. Accepté, commençons. Les hélicoptères font demi-tour. Ils se mettent en vol stationnaire. Des missiles sont largués. Des explosions, l'une après l'autre. Les pentes sont en feu. L'entreprise voit de la fumée. Elle entend un rugissement. Drozdov reste immobile et silencieux. Il regarde. Les hélicoptères effectuent un 2e passage. Plus de missiles, plus d'explosions. Puis la 3e. Les canons fonctionnent. De longues rafales. Enfin, la radio. Avion numéro 1, résistance neutralisée, vous pouvez entrer. Drozdov expire lentement. Merci. Comment c'était? C'était serré, très serré. Si vous étiez entré sans nous, vous ne seriez pas ressorti. Compris. Merci pour votre travail. Bonne chance. Les hélicoptères décollent. Le grondement s'estompe. Silence. Le conseiller politique regarde Drozdov. 200 personnes. Mon Dieu. Drozdov reste silencieux. Les chefs de section s'approchent, silencieusement. Ils contemplent le ravin. La fumée s'élève dans le ciel, noire, épaisse. Drozdov prend la radio. Tout le monde, prêt à partir. Nous entrons dans les gorges. L'entreprise monte à bord des véhicules blindés de transport de troupes. Les moteurs démarrent. La colonne se met en mouvement. Drozdov est assis dans la voiture de tête, le regard tourné vers l'avant. Les gorges approchent. Des rochers, une route étroite. Mais maintenant, les pentes sont silencieuses. Le véhicule blindé de transport de troupes pénètre dans la gorge. Lentement, prudemment. Drozdov regarde autour de lui. Il y a des cratères sur les pentes, des buissons calcinés, des corps. Beaucoup de corps. Il se détourne. La colonne avance. 1 kilomètre. 2. 5. Aucun coup de feu n'a été tiré. 8 kilomètres. Village. Vide. L'entreprise émerge des gorges et s'arrête. Drozdov sort du véhicule blindé de transport de troupes. Il regarde en arrière. Une gorge qui était censée devenir une tombe. Mais ça n'a pas été le cas. Parce qu'il n'y est pas allé. Parce que j'attendais. Parce qu'il l'a exigé. Parce qu'il n'a pas reculé. L'officier politique arrive par derrière. « Tu as de la chance ?» Drozdov secoue la tête. « Pas de chance, je le savais. »« Où ?» Drozdov le regarde. « Mon père m'a appris à regarder là où les autres ne regardent pas. » Il se retourne et se dirige vers le véhicule blindé de transport de troupes. La compagnie attend les ordres. Drozdov prend la radio. « Tout le monde, retournons à la base !» La colonne fait demi-tour et repart, au-delà des gorges, au-delà des pentes, au-delà de la mort qui ne les avait pas atteints. Parce que le commandant a dit non, et il n'a pas reculé.
Le soir même, Drozdov fut convoqué au quartier général du bataillon. Il descendit le couloir, ses bottes résonnant sur le béton et faisant écho contre les murs. Je savais pourquoi il m'avait appelé. Tribunal, ou réprimande, ou destitution. Non-respect des délais d'exécution des ordres, retard de l'opération, arbitraire. Il y a suffisamment d'articles. Il s'arrêta devant la porte et frappa. « Entrez !» Drozdov entra et se mit au garde-à-vous. Le lieutenant-colonel Krimov était assis à table, commandant de bataillon, 50 ans. Cheveux gris, visage buriné, 2 guerres d'Afghanistan à son actif. À côté de lui se trouve le commandant Selezniev, chef d'état-major. Jeune, 42 ans, première guerre d'Afghanistan. Nerveux. Krimov regarda les papiers, silencieux. Selezniev tapotait du doigt sur la table. Drozdov resta debout et attendit. Finalement, Krimov leva les yeux. Lieutenant-colonel Drozdov, J.E., signalait la situation. Drozdov a fait un bref compte-rendu. Ordre, refus, attente des hélicoptères, embuscade détectée, entrée dans la gorge après sécurisation. Krimov écoutait, le visage impassible. Terminé. Silence. Selezniev a été le premier à craquer. Comprenez-vous que vous avez enfreint la hiérarchie ? Comprendre. L'ordre était clair, entrez immédiatement. Était. Tu ne l'as pas fait. Je ne l'ai pas terminé dans les délais. Je l'ai terminé après une phase de reconnaissance. Ce n'est pas à vous de décider quand le faire. Drozdov resta silencieux. Selezniev se leva. Vous avez perturbé l'opération. Le planning est décalé. La coordination avec les unités voisines est rompue. La compagnie est intacte, camarade major. Mais elle aurait pu être déjouée. Vous ne saviez pas qu'il y avait une embuscade. Je le supposais. J'ai supposé. Selezniev frappa la table de sa paume. Sur la base de quoi ? De l'intuition ? D'après mon expérience. L'expérience n'est pas une raison pour désobéir. Drozdov restait immobile et silencieux, les mains le long du corps. Krimov leva la main. Ça suffit, Selezniev. Le commandant se tut et s'assit. Krimov se leva. Il alla à la fenêtre et regarda le terrain de parade. Il parlait en tournant le dos à Drozdov. Les pilotes ont fait leur rapport. 200 canons anti-chars. Canons DSHK. Canons automoteurs. Mortier, tout est prêt. Nous attendions. Pause. Si l'entreprise s'était engagée, les pertes auraient été totales, ou presque totales. Une autre pause. Avez-vous compris cela ? Oui. Et vous avez quand même refusé d'y aller ? Oui. Krimov se retourna. Pourquoi ? Drozdov le regarda dans les yeux. Parce que la commande était erronée. Selezniev se leva d'un bond. Vous n'avez aucun droit. Krimov leva de nouveau la main. Asseyez-vous. Selezniev s'assit, furieux. Krimov fit le tour de la table et se tint face à Drozdov. Un ordre ne peut pas être erroné. Un ordre est un ordre. Cette commande peut être basée sur des données incomplètes. Ça ne vous regarde pas. Mon travail consiste à sauver l'entreprise. Votre tâche consiste à l'exécuter. Drozdov resta silencieux. Krimov le regarda, longtemps. Puis il dit doucement. Tu as raison. Selezniev tressaillit. Camarade lieutenant-colonel, silence. Krimov s'assit à la table et prit un stylo. Drozdov, vous avez enfreint la hiérarchie, c'est un fait. Je suis tenu de le consigner dans votre dossier personnel. Compris. Mais vous avez sauvé l'entreprise, c'est un fait indéniable. Je suis donc tenu de vous nominer pour un prix. Drozdov resta silencieux. Tu auras un avertissement et une médaille, en même temps. Compris ? Compris. Gratuit. Drozdov se retourna et se dirigea vers la porte. Drozdov. Il s'arrêta. J.E. Krimov le regarda. Ne recommence pas. Je vais essayer. Je suis sérieux. Je ne m'en tirerai pas comme ça la prochaine fois.
Compris. Allez. Drozdov est parti. Couloir, silence, bruit de bottes sur le béton, réprimande et ordre, armée étrange. Il sortit. Le soleil se couchait. Les montagnes se teintaient de rose. La compagnie attendait à la caserne. Ils l'ont vu. Ils l'ont encerclé. Bien. Un avertissement. Sérieusement? Et l'ordre. Silence. Puis des rires. Ouah! Nous seuls pouvons le faire! Drozdov sourit. Dispersez-vous. Reposez-vous. Ils se séparèrent. Ils discutèrent. Ils rirent. Drozdov se retrouva seul. Il s'assit sur les marches de la caserne. Il sortit un bloc-notes. L'ouvrit. Écrivit. Gorge étroite, toujours vérifiée, même si le quartier général dit que c'est dégagé. 200 Dutchman peuvent se cacher si bien qu'ils ne sont pas visibles depuis le sol, seulement depuis les airs. Ne reculez pas lorsque vous êtes confiant, même s'ils vous menacent. Il ferma son carnet et contempla les montagnes. Ailleurs dans la région, dans d'autres gorges, les Dutchman préparaient de nouvelles embuscades. Patiemment, méthodiquement. Nous attendions la prochaine chronique, qui se déroulera sans reconnaissance. Qui croira le siège social? Et cela ne s'arrêtera pas. Drozdov savait qu'il y en aurait beaucoup comme lui, des commandants qui exécutent les ordres sans réfléchir. Parce que c'est comme ça qu'on nous l'a appris, parce que c'est juste, parce qu'une commande est une commande. Il était différent, non pas parce que je suis plus courageux, ni plus intelligent. Je le voyais simplement différemment. Mon père me l'a appris. Regardez là où les autres ne regardent pas. Et il regarda. Toujours. Une semaine s'est écoulée. La compagnie a repris ses activités normales. Patrouille, garde de colonne, déminage de village. Tout est calme. Aucune perte. Drozdov continuait de faire les choses à sa manière. Chaque sortie nécessitait une analyse. Chaque itinéraire nécessitait une reconnaissance. Le quartier général a grommelé. Mais après l'incident des gorges, ils ont relâché la pression. Krimov appelait une fois tous les 3 jours. « Drozdov, avez-vous encore demandé un hélicoptère ? C'est une zone dangereuse, camarade lieutenant-colonel. Vous voyez le danger partout. C'est mieux ainsi que de perdre des gens. » Krimov soupira. « D'accord, vas-y. » Et il a signé la demande. L'entreprise respectait de plus en plus Drozdov. Il voyait qu'il se souciait d'eux. Il ne les mettait pas en danger. Il ne prenait pas de risques inutiles. Le premier commandant de section a dit un jour « Nous sommes en paix avec vous. Nous savons que vous ne nous enverrez nulle part. » Drozdov sourit. « Oui, mais après préparation. C'est une autre affaire. » Le soir, ils étaient assis près de la caserne. Ils fumaient et buvaient du thé dans des gamelles. Le commandant de la 3e section a demandé « Et comment avez-vous appris à voir comme ça ? Le danger, bien sûr. » Drozdov prit une bouffée et expira la fumée. « C'est mon père qui m'a appris. Il était garde-chasse. »« Et quoi ?» Il a dit « Dans la forêt, chaque détail compte. Une branche cassée, une empreinte de pas, de l'herbe piétinée, tout a une signification. Il suffit d'ouvrir l'œil. » Quel rapport avec la forêt ? C'est pareil ici. La pierre est déplacée. L'ombre est anormale, le silence est anormal. Tout parle, il faut écouter. Le conseiller politique s'assit. « C'était votre premier voyage en Afghanistan, n'est-ce pas ? » ?»« Oui, en 1984. »« De quoi vous souvenez-vous ?» Drozdov resta silencieux. La mort. Beaucoup de morts. Silence. On m'a parlé du lieutenant Kovalev. Il a mené une section dans un ravin, sans reconnaissance préalable. Le commandant de bataillon a donné l'ordre et il y est allé. Il n'a pas protesté. Drozdov éteignit sa cigarette. Sur 30 hommes, 7 sont revenus. Les autres ont été retrouvés un par un. Kovalyov est également mort. Dans les premières minutes, une balle dans la tête. Une embuscade ? Classique, de tous les côtés. Il ne s'est même pas rendu compte de ce qui s'était passé. Et comment les 7 ont-ils survécu ?
Le sergent, intelligent, il a compris que la situation était grave. Il a ordonné la retraite. Il n'a pas attendu d'ordre. Kovalev était déjà mort. Le sergent a pris le commandement. Il a mené les hommes à l'extérieur. Il a reçu une médaille pour cela. Le commandant de la 2e section siffla. « Donc, parfois, il faut désobéir ?» Drozdov le regarda. « Il faut y réfléchir. Un ordre est un ordre. Mais si vous voyez qu'il mène à la mort, arrêtez-vous. Vérifiez, exigez une reconnaissance. Et s'il refuse, continuez d'insister. Et s'il menace, qu'il menace. Être en vie est plus important qu'être un héros à titre posthume. Ils restèrent assis en silence, buvant du thé, regardant les montagnes. Le soleil se couchait, les montagnes s'assombrissaient, l'une après l'autre. Quelque part dans ces montagnes, des hommes armés de mitrailleuses scrutaient la zone, la base, les lumières, la fumée qui s'échappait des cuisines. Compter, mémoriser, planifier. Drozdov le savait, il le sentait. Ici, la guerre ne se déroulait pas sur les lignes de front, pas de combat ouvert. La guerre était présente dans chaque pierre, dans chaque ombre, dans chaque silence. Et ceux qui ont compris cela ont survécu. 3 jours plus tard, une nouvelle commande est arrivée. La compagnie était censée escorter un groupe de sapeurs jusqu'au pont. Ce pont, enjambant une gorge, était stratégique. Les sapeurs tentaient régulièrement de le faire sauter. Les sapeurs étaient censés vérifier les supports, installer des capteurs et mettre en place un système de sécurité. Une mission de 2 jours. Sur place, une nuit et retour. Drozdov étudia la carte. Le pont était à 30 km. La route traversait 3 villages, puis serpentait jusqu'à la rivière. Un pont s'y trouvait. Il y a une gorge autour du pont, étroite, profonde. Il a appelé les commandants. « Regarde, le pont est là. Il y a 2 accès, par le nord et par le sud. Les 2 sont étroits. Les 2 sont parfaits pour une embuscade. Que proposez-vous ? Demandez une reconnaissance aérienne, avant de partir, et une couverture sur place. Le siège social va-t-il l'accorder ? Je vais essayer. » Il a appelé le quartier général et a demandé une reconnaissance et une couverture. Selezniev a répondu. « Drozdov, encore ? Le pont a été inspecté avant-hier, tout est en ordre. » Avant-hier n'est pas aujourd'hui. Il y a un service de sécurité, un poste de garde. Si quelque chose s'était produit, il l'aurait signalé. Le poste a une visibilité d'environ 300 mètres. Les hommes de main pourraient être plus loin. Les hélicoptères sont très occupés. Je demande au moins un vol, avant notre départ. Selezniev soupira. D'accord, je vais essayer de vous le soutirer, mais je ne promets rien. Compris, merci. Drozdov raccrocha et regarda les commandants. Nous attendons. 1 heure plus tard, ils ont rappelé. Drozdov, l'hélicoptère sera là, demain matin, à 6 heures. Reconnaissance de la zone du pont. Ensuite, ce sera ton tour. Compris, merci. Krimov m'a demandé de vous dire, c'est la dernière fois qu'il vous transpercera le flanc. À partir de maintenant, c'est à vous de jouer. Compris. Drozdov a constitué l'entreprise. Compte rendu. Nous partons demain à 6h30. L'itinéraire traverse les villages de Darvazi, Chourak et Kandagal. Puis nous rejoindrons le pont. Les sapeurs y travailleront une demi-journée. Nous y passerons la nuit et rentrerons demain matin. Danger ? Une gorge, étroite. En cas d'embuscade, la situation sera critique, d'où la nécessité d'une reconnaissance aérienne et d'une préparation maximale. Armes ? Tout est standard. Plus des RPG supplémentaires, au cas où on devrait se battre pour s'en sortir. L'entreprise s'est dispersée pour se préparer. Drozdov se retrouva seul. Il regarda la carte. Quelque chose me tracassait. Un sentiment étrange. Ce pont était important, stratégique. Les douchemans voulaient le faire sauter depuis longtemps. Mais ils ne l'ont pas fait sauter. Pourquoi ?
Vous vous attendiez peut-être à quelque chose de plus? Ne vous contentez pas de la faire sauter. Capturez-la. Tendez une embuscade. Battez les gardes. Emparez-vous du butin. Il examina la carte de plus près. Les gorges autour du pont, profondes, environ 300 mètres. Les pentes sont abruptes, grottes, crevasses, l'endroit idéal pour cacher beaucoup de gens. Tellement. Drozdov prit les jumelles. Il sortit et regarda en direction des montagnes. Même d'ici, depuis le pied de la montagne, on voit qu'elle est vivante. Là-bas, quelque part, dans les replis de la roche, à l'ombre, des gens se cachent. Ils observent. Ils attendent. Il est rentré à l'intérieur et a appelé le quartier général. Selezniev écoute. « Camarade-major Drozdov, veuillez préciser la mission. Qu'avez-vous besoin de clarifier? Accompagnez les sapeurs, protégez-les, revenez. Des informations sur la situation dans la zone du pont? Du calme. Le rapport indique qu'il n'y a pas eu de mouvement. Et dans les villages, le long du parcours? Ils sont également silencieux. Les anciens sont loyaux. Compris. Drozdov a raccroché. Calme. Trop calme. Il se souvenait des paroles qu'il avait adressées au commandant. Si c'est calme, c'est qu'il prépare une embuscade. C'est peut-être de la paranoïa, peut-être que tout est vraiment calme, mais ce sentiment ne disparut pas. Il se coucha tard. Il se tourna et se retourna longtemps dans son lit. Il rêva de montagnes, de gorges, de falaises. Et le silence. Mortel. Matin, 6 heures. Le bourdonnement d'un hélicoptère. Mi-8. Reconnaissance. Drozdov se tenait en haut de la tour, observant à travers ses jumelles. L'hélicoptère s'est approché du pont. Il est descendu. Il a survolé les gorges, 1 fois, 2 fois. La radio grésillait. Volume 4, signalement reçu. Inspection de la zone du pont. Aucun ennemi détecté. Poste de sécurité en place. Pont intact. Drozdov fronça les sourcils. Avez-vous inspecté les pentes? Nous l'avons examiné, il est propre. Des grottes? Visuellement, c'est vide. Mais je ne peux pas aller au fond des choses. Ce n'est pas à la bonne hauteur. Compris, merci. Bonne chance. L'hélicoptère a fait demi-tour et est parti. Drozdov descendit de la tour et s'approcha de la compagnie. Des gens étaient assis près des véhicules blindés de transport de troupes, attendant des ordres. Les rapports de reconnaissance sont tous positifs, mais soyez prudents, les gorges sont un endroit dangereux. On y va? Allons-y. L'entreprise a chargé ses véhicules. Les moteurs ont démarré, la colonne a bougé. 4 véhicules blindés de transport de troupes, un camion transportant des sapeurs, un autre camion transportant du matériel. Drozdov se trouvait à bord du premier véhicule blindé de transport de troupes, regardant à travers la fente d'observation. La route traversait la vallée, plate, ouverte. La vue était imprenable. Personne. Le premier village, Darvazi, petit, une vingtaine de maisons. Drozdov ordonna à la colonne de ralentir. La colonne avança lentement. Les gens regardaient par les fenêtres, en silence. Leurs visages restaient impassibles. Personne n'est sorti. Personne n'a fait signe. C'est étrange. D'habitude, les enfants accouraient. Ils demanderaient à manger, des cigarettes. Il règne ici le silence. Drozdov se raidit. « Artilleurs, en attente. » « Mangez !» La colonne traversa le village et déboucha dans un espace ouvert. Drozdov expira. Il est peut-être encore tôt. Les gens dorment encore. Le deuxième village, Churak, plus grand, une quarantaine de maisons. Le même tableau. Les fenêtres sont fermées. Les rues sont désertes. Un seul vieil homme était assis près de la maison, regardant la colonne. Drozdov croisa son regard. Le vieil homme détourna le regard. Rapidement. Trop rapide. Drozdov prit la radio. « Alerte maximale, il y a un problème. »« Quoi exactement ?» demanda le commandant de la 2e section. « Je ne sais pas, mais les villages sont vides.
c'est mauvais signe. La colonne passa Churac. Plus loin, la route s'enfonçait dans les montagnes. Serpentin, virage serré. À gauche, une falaise. À droite, un précipice. Drozdov regarda la falaise. Des pierres, des crevasses, des ombres. Rien. Mais ce sentiment s'est intensifié. Le troisième village, Kandagal, le dernier avant le pont. Très petite, 10 maisons. La colonne saisie. Vide. Pas une âme. Drozdov a reçu l'ordre de s'arrêter. Poster une patrouille, vérifier les maisons. Le peloton est parti. Les parachutistes sont rentrés chez eux. 5 minutes plus tard, ils ont annoncé « Camarade lieutenant-colonel, les maisons sont vides. Complètement vides. Il ne reste presque plus rien. » Drozdov sortit du véhicule blindé de transport de troupes et regarda autour de lui. Le village était mort. Pas seulement vide, abandonné. Les poêles sont froids. Les foyers ne sont pas allumés. Les cendres sont anciennes. Les gens sont partis il y a longtemps. Il y a 2 ou 3 jours. Pourquoi? Il regarda en direction du pont, à environ 3 kilomètres de là, et j'ai compris. Ils savaient. Les habitants savaient ce qui allait se passer, et ils sont partis. Ils sont partis pour éviter d'être pris pour cible. Alors, là, près du pont, ou le long de la route, embuscade, grand. Drozdov est rapidement retourné au VCI et a saisi la radio. « Quartier général, embarqué !» Crépitement de l'éther. « Le quartier général est à l'écoute, Drozdov à l'appareil. » Le village de Kandagal est complètement désert. Des signes d'évacuation remontent à 2 ou 3 jours. Une reconnaissance supplémentaire est demandée aux abords du pont. Une embuscade est possible. Pause. Drozdov, la reconnaissance a déjà été effectuée, c'est clair. Camarade major, les habitants ne partent pas comme ça. Ils savent quelque chose. Peut-être s'agit-il d'une migration saisonnière, ou bien ils rendaient visite à des proches. Tout d'un coup, avec tes affaires? Selezniev resta silencieux. Que suggérez-vous? Demandez un nouveau survol, avec une inspection des grottes, ou un bombardement d'artillerie sur les pentes en face de notre entrée dans les gorges. Il n'y a pas d'artillerie là-bas. L'hélicoptère est occupé. Il y a beaucoup d'autres tâches à accomplir. Alors on s'arrête. On n'ira pas plus loin tant qu'on n'aura pas vérifié. Drozdov! La voix de Selezniev se fit dure. Tu as une mission. Les sapeurs t'attendent. Il faut inspecter le pont aujourd'hui. Je comprends, mais je ne vais pas piéger les gens. Vous n'avez aucun terrain. Un village vide n'est pas un terrain. Ça me suffit. Drozdov, je vous l'ordonne. Rendez-vous sur la passerelle, immédiatement. Drozdov restait immobile, tenant le combiné. L'officier politique qui se tenait à proximité murmura « Maxime, tu recommences ?» Drozdov n'a pas répondu. Selezniev a crié dans le combiné. « Drozdov, tu m'entends, c'est un ordre !» Drozdov a lentement relevé le récepteur. « Je vous entends, camarade major, mais je ne le ferai pas. Pas avant d'avoir des renseignements. » Vous vous rendez compte de ça? Je le donne. Krimov va te tirer dessus. Qu'il tire. Mais je ne dirigerai pas l'entreprise. Clic. Selezniev déconnecté. Drozdov raccrocha et se retourna. Les commandants de section restèrent là, à écouter. Ils restèrent silencieux. Drozdov les regarda. Des avis? Le commandant du premier peloton haussa les épaules. Je suis d'accord avec toi. Un village désert, c'est mauvais signe. Le commandant de la deuxième section acquiesça. Moi aussi. Mieux vaut prévenir que guérir. Le commandant de la troisième section a ri sous cap. Vous serez traduit en cour martiale. C'est la 2e fois. Drozdov sourit en guise de réponse. Donc, la 2e fois. Le responsable politique soupira. Tu es tellement têtu, Maxime. Vivant, répéta Drozdov. Au revoir. Ils s'accroupirent, près du mur de la maison, à l'ombre. Nous avons attendu.
L'entreprise est restée avec eux. Les parachutistes fumaient et discutaient. Les sapeurs dans le camion étaient perplexes. Pourquoi sommes-nous debout? Le commandant décida d'attendre. Qu'est-ce qu'on attend? Le pont est tout prêt. Intelligence. Il y a déjà eu une reconnaissance. Le commandant en veut un autre. Les sapeurs grommelèrent. Mais ils attendirent. 10 minutes s'écoulèrent. 15. 20. La radio était silencieuse. Drozdov resta immobile, le regard fixé sur la route menant au pont. Étroit, sinueux, descend, disparaît au détour du virage. Au détour du virage se trouve une gorge, profond, sombre. D'ici, il ne pouvait pas voir le pont, mais il pouvait l'imaginer. Support en béton, structure métallique, rivière en contrebas, pente latérale. Combien de temps une personne peut-elle se cacher là-bas? 100, 200, plus? Il se souvenait de la gorge précédente, celle où il y avait 200 Dushman. Les hélicoptères ne les ont repérés que depuis les airs. Du sol, rien n'était visible. Il pourrait en être de même ici. La radio grésillait. « Drozdov, à vous de jouer. » Il a décroché le téléphone. « Je vous écoute. » La voix de Krimov, calme, froide. « Drozdov, que se passe-t-il? » « Camarade lieutenant-colonel, je fais mon rapport. Je me suis arrêté au village de Kandagal. Le village est complètement abandonné. J'ai demandé une reconnaissance supplémentaire. Ils ont refusé. J'attends. » « Vous refusez encore une fois d'obéir aux ordres? Veuillez clarifier la situation avant d'entrer dans les gorges. » Krimov resta silencieux. « Drozdov, j'ai une question à vous poser. » « Je vous écoute. » « Comprenez-vous que je ne pourrai pas vous couvrir une seconde fois? » « Comprendre. » « Comprenez-vous que vous serez démis de vos fonctions, à tout le moins? » « Comprendre. » « Et vous refusez toujours d'y aller? » « Je ne pars jamais sans reconnaissance préalable. » Pause. Une longue pause. Krimov a ensuite déclaré « D'accord, je vais vous trouver un hélicoptère. Attendez. » Drozdov expira. « Merci, camarade lieutenant-colonel. » « Ne me remerciez pas, c'est la dernière fois. La toute dernière fois. Vous comprenez? » « Compris. » « Si vous refusez d'obéir aux ordres pour la 3e fois, je vous traduirai personnellement en cour martiale. » « Compris. » « Attendez. L'avion sera là dans 30 minutes. Cliquez. » Drozdov raccrocha et regarda les commandants. « Il y aura un hélicoptère, dans une demi-heure. » Le responsable politique secoua la tête. « Krimov t'aime. Il n'y a pas d'autre explication. » Drozdov sourit. Ou bien il a peur de perdre son entreprise. C'est également une option. Ils s'assirent, attendirent. Le soleil se levait, la chaleur augmentait. Les ombres raccourcissaient. Drozdov buvait de l'eau par petites gorgées. La gourde était à moitié vide. J'ai regardé la route. Silence. Pas un bruit. On n'entend même pas les oiseaux. C'est étrange. D'habitude, ils crient. Ils tournoient au-dessus des montagnes. Il n'y a rien ici. C'est comme si les montagnes étaient mortes. Il se souvenait des paroles de son père. Si la forêt est silencieuse, cela signifie qu'un prédateur rôde à proximité. Tout le monde se cache, à l'affût. C'est pareil ici. Le calme avant la tempête. 25 minutes s'écoulèrent. Un bourdonnement se fit entendre, au loin. Il grandissait. Hélicoptère. Drozdov se leva et regarda le ciel. 2 appareils arrivaient de l'Est. 2 Mi-24. Des appareils de combat. Ils survolèrent le village. À basse altitude. Ils firent demi-tour. Talkie-walkie. Le vol 7 est en contact. Drozdov écoute. Que faut-il vérifier? Un ravin près du pont, des pentes, des grottes, des crevasses.
Une embuscade de grande ampleur est possible. Un village désert est signe d'évacuation locale. Compris, allons passer un examen. Les hélicoptères ont fait demi-tour et se sont dirigés vers les gorges. Drozdov sortit ses jumelles et regarda. Les hélicoptères ont descendu la pente. Ils sont entrés dans la gorge. Ils ont survolé un versant, puis un autre, lentement, méthodiquement. Environ 3 minutes s'écoulèrent. La radio était silencieuse. Encore 1 minute. Drozdov se raidit. Finalement, la radio a grésillé. Vol 7, signalement. Je vous écoute. Pause, courte, forte. L'ennemi a été détecté. Le cœur de Drozdov se serra. Combien? Visuellement, beaucoup. Vraiment beaucoup. Les grottes sont encombrées, les crevasses aussi. Je vois des mitrailleuses, je vois des lance-roquettes, je vois des mortiers. Estimation du nombre? Au moins 300, peut-être plus. Ils sont bien cachés. Je ne les ai vus que lorsqu'ils ont commencé à bouger. Seulement quand j'étais à bout de force. Drozdov ferma les yeux. 300 personnes. Au pont. Nous avons attendu. Si l'entreprise avait fait faillite là-bas, il ouvrit les yeux. Quelles sont les actions? Demande d'autorisation de grève. J'autorise. Accepté. Les hélicoptères ont fait demi-tour et se sont mis en vol stationnaire. Ça a commencé. Des roquettes, l'une après l'autre. Des explosions grondaient dans la gorge. Drozdov se leva. Il regardait à travers ses jumelles. De la fumée s'élevait des gorges, noires, épaisses. Les hélicoptères enchaînaient les approches. Les canons tiraient. De longues rafales. Des balles traçantes zébraient la fumée. Plus bas, ils ripostaient. Des balles traçantes sifflaient vers le haut. Un hélicoptère a fait une embardée, a esquivé, a pris de l'altitude. Ils ont continué à battre. Environ 10 minutes s'écoulèrent. Talkie-walkie. 7e vol, résistance anéantie. Visuellement, l'ennemi a subi de lourdes pertes. Les survivants se replient plus profondément dans les montagnes. Drozdov expira. Quel est l'état du pont? Le pont est intact, le poste de garde l'est aussi. Ils n'ont même pas réalisé ce qui se passait. L'embuscade a eu lieu à 1 kilomètre de là, dans les grottes. Compris. Merci pour votre travail. Bonne chance. Les hélicoptères ont fait demi-tour et sont partis. La fumée dans la gorge se dissipa lentement. Drozdov s'est tourné vers l'entreprise. Tous les regards se tournèrent vers lui, en silence. Il a dit « 300 personnes. Elles nous attendaient. Dans les grottes. Les hélicoptères les ont récupérées. » Silence. Le commandant de la première section dit alors calmement « Dieu ». Le responsable politique s'assit par terre et s'essuya le front. « Si nous allions… » Drozdov acquiesça. Il ne serait pas sorti. Personne. Ils restèrent assis en silence, en train de digérer. 300 hommes. Armés de mitrailleuses, armés de lance-roquettes, armés de mortiers, dans une gorge étroite. Impossible de faire demi-tour. Une compagnie de 120 hommes. Des calculs simples. Effrayants. Les sapeurs sont sortis du camion et se sont approchés. « Camarade lieutenant, que s'est-il passé ?»« Une embuscade. Une embuscade de grande ampleur. Les hélicoptères ont été détruits. » « On aurait pu y arriver ?»« Tout le monde le pourrait. » Le sapeur pâlit. « Merci de ne pas y être allé. » Drozdov sourit. « Remerciez le village désert, a-t-il averti. La radio grésillait. « Drozdov, Krimov est en ligne. » « Je vous écoute. Les pilotes ont fait leur rapport. 300 soldats. La plus grande embuscade de ces 2 derniers mois. Ils se préparaient sérieusement. » « Compris. » Drozdov. « Je ?» Krimov resta silencieux. « Tu avais encore raison. »« Oui. »« Comment faites-vous » Drozdov regarda les montagnes. « Je regarde, j'écoute, je pense. D'autres regardent aussi.
D'autres regardent la carte. Moi, je regarde le sol. Krimov soupira. D'accord, j'annule la mission. Le pont sera inspecté plus tard, sous haute sécurité. Retour à la base. Compris. Et Drozdov, je vous écoute? Je retire votre avertissement. Le précédent. Drozdov sourit. Merci, camarade lieutenant-colonel. De rien. Je maintiendrai la commande. Je le mérite. Cliquez. Drozdov s'est tourné vers l'entreprise. Chargement en cours, nous revenons. Les gens sont montés dans les véhicules blindés de transport de troupes. Soulagés. Sains et saufs. Les moteurs ont démarré. La colonne fit demi-tour et reprit le chemin du retour. Au-delà du village désert. Au-delà des montagnes. Au-delà de la mort, qui, une fois encore, ne les a pas atteints. Parce que le commandant n'y est pas allé. Encore. Le soir, à la base, nous nous sommes réunis à la caserne. Compagnie, commandant, officiers politiques, sapeurs. Ils fumaient. Ils buvaient du thé. Ils discutaient. Le commandant de la 3e section a déclaré « C'est la 2e fois. Vous allez vraiment refuser à chaque fois ?» Drozdov prit une bouffée. « Non, seulement quand j'en suis sûr. » D'où vous vient votre confiance en vous? Expérience, détails, sensations. Les sentiments ne constituent pas un argument. Ça me suffit. Le responsable politique secoua la tête. Tu joues avec le feu, Maxime. Krimov te couvre, mais ça ne durera pas éternellement. Je sais. Et vous, que ferez-vous? Drozdov le regarda. Pareil, tant que je dirigerai une entreprise, je penserai aux gens, pas à ma carrière. Silence. Le commandant de la 1re section a alors déclaré « Je suis heureux de servir sous vos ordres. » Les autres acquiescèrent. Drozdov sourit. « Ne te réjouis pas trop vite. Peut-être que Krimov me tirera dessus pour la 3e fois après tout. » Rire, tension, cours. Ils restèrent assis jusqu'à la nuit tombée. Puis ils se dispersèrent. Drozdov se retrouva seul. Il contempla les montagnes. Les étoiles apparurent, brillantes, froides. Là-haut, dans les montagnes, les douchemans pansaient leurs plaies. Ils comptaient les morts. Ils préparaient de nouvelles embuscades, patiemment, méthodiquement. La guerre n'est pas terminée. Elle ne fait que commencer. Et Drozdov le savait, il y aurait d'autres ordres, d'autres gorges, d'autres embuscades. Et il vérifiera, à chaque fois, même s'il menace, même s'il le retire. Car la vie de 120 personnes vaut plus que le grade sur leurs épaulettes. Mon père disait « Prends soin de ta tête, tu n'en as qu'une. » Drozdov protégeait les siens et ceux des autres, toujours. 2 semaines s'écoulèrent encore. La compagnie de Drozdov devint légendaire au sein du bataillon. On en parlait, on l'enviait, on en discutait. 0 perte en 2 mois, en Afghanistan, là où les compagnies perdaient des hommes chaque semaine. Des commandants d'autres unités ont demandé « Comment fait-il » Il ne se mêle de rien. Tout le monde ne grimpe pas, mais ils perdent. Il n'intervient d'aucune autre manière. Il vérifie tout. Il exige une reconnaissance. Il arrête tout si quelque chose cloche. Le siège social l'autorise-t-il? Le siège social se plaint, mais tant qu'il y a des résultats, ils toléreront cela. Drozdov a entendu ces conversations. Il n'a pas réagi. Il faisait son travail. Chaque sortie est analysée. Chaque itinéraire est vérifié. La compagnie lui faisait entièrement confiance. Il savait que le commandant ne les abandonnerait pas. Il ne les enverrait pas au combat pour rien. Mais les tensions montaient au siège. Selezniev a dit à Krimov « Le camarade lieutenant-colonel Drozdov bloque les opérations. Il réclame sans cesse des hélicoptères. Il ne cesse de tout arrêter. Les autres compagnies avancent sans problème. » Krimov regarda par la fenêtre. D'autres entreprises perdent des employés, pas Drozdov. Mais le planning est en train de s'effondrer. Nous rétablirons le calendrier. Les gens
Non. Seleznev se tut. Klimov se retourna. Laissez Drozdov tranquille. Tant qu'il ne perd pas de soldats, je ne le toucherai pas. Mais que se passera-t-il s'il refuse d'obéir à l'ordre pour la 3e fois? On verra bien. Seleznev est parti, insatisfait. Krimov se retrouva seul. Il regarda la carte. Drozdov était un problème, mais un problème nécessaire. Krimov commanda le bataillon pendant 2 ans. Durant cette période, il perdit 130 hommes, 130 enterrements, 130 mères. Il se souvenait de tous les noms de famille. Drozdov n'a pas dévoilé de nouveaux noms, et c'était plus important que le calendrier. 23 juillet, chaleur, presque 50. Une nouvelle commande est arrivée. La compagnie devait pénétrer dans les gorges de Lagman, ratisser la zone jusqu'au village, situé à 8 km, et localiser et détruire les dépôts d'armes. Les services de renseignement ont confirmé la présence des armes. Information provenant d'un informateur local de confiance. Drozdov étudia la carte. Les gorges de Lagman. Étroites. Forte pente, 200 mètres de chaque côté. Une seule route. 8 km jusqu'au village. Il ferma les yeux. Il avait déjà vu ça, à maintes reprises. Un lieu d'embuscade classique. J'ai ouvert les yeux et j'ai regardé la carte de plus près. Les pentes sont abruptes. Il y a de nombreuses grottes. Il y a une multitude de crevasses. S'il y a une embuscade, il n'y a pas d'issue. 8 km de pièges de feu. Il a appelé les commandants. Regarde, une gorge, étroite, longue, parfaite pour une embuscade. Le commandant de la 2e section acquiesça. Devons-nous demander une reconnaissance? Nécessairement. Drozdov a appelé le quartier général. Seleznev répondit immédiatement. Je vous écoute. Camarade-major Drozdov, j'ai reçu une mission pour les gorges de Lagman. Veuillez demander une reconnaissance aérienne avant l'entrée. Seleznev soupira. Drozdov, ça recommence. Les gorges sont dangereuses, nous devons les vérifier. Nous avons des informations d'une source locale. Les entrepôts sont bel et bien là. Les entrepôts, c'est bien, mais qui les surveille? Selon l'informateur, il y a peu de gardes, une dizaine environ. Et s'il se trompe, ou s'il ment, il l'a prouvé. Même les personnes de confiance mentent. Demandez un hélicoptère, 10 minutes pour l'inspection. Seleznev resta silencieux. Les hélicoptères sont à pied d'œuvre. Une opération est en cours dans les environs. Tout est mobilisé. Alors nous attendrons, jusqu'à ce qu'il soit libre. Drozdov! La voix de Seleznev se fit dure. La mission est urgente. L'information est toute récente. Si vous êtes en retard, les armes seront confisquées. Je comprends. Mais s'aventurer dans les gorges sans reconnaissance préalable, c'est du suicide. Vous n'avez aucun fondement. Le fondement est le bon sens. Drozdov, je vous l'ordonne, entrez dans la gorge, maintenant. Drozdov restait immobile, tenant le combiné. Le responsable politique, assis à proximité, secoua la tête. Maxime, c'est la 3e fois. Krimov ne pardonnera pas. Drozdov le regarda. Il ne me pardonnera peut-être pas, mais je ne mènerai pas l'entreprise dans un piège. Il a décroché le combiné. Camarade-major, je ne peux exécuter l'ordre sans reconnaissance. Vous refusez? Je demande au moins un avion, pendant 10 minutes. Il n'y a pas de camp. Alors j'attendrai. Combien? Jusqu'à ce qu'ils apparaissent. Seleznev a crié. Drozdov, tu dépasses les bornes, pour la 3e fois. Je le signale à Krimov, il te détruira. Rapport. Clic. Seleznev déconnecté. Drozdov raccrocha et regarda les commandants. Nous attendons. Le commandant de la 3e section secoua la tête. Vous serez certainement supprimé. Peut-être. Et pourquoi prenez-vous un tel risque? Drozdov désigna la compagnie du doigt. Les hommes étaient assis près des véhicules blindés de transport de troupes. Ils fumaient et discutaient.
Voilà pourquoi. 120 personnes, vivantes. Mais l'ordre repose sur la parole d'un informateur, et les informateurs font des erreurs, ou mentent pour de l'argent, je l'ai vu. Silence. Drozdov sortit une carte et la posa sur l'armure. Écoute, les gorges font 8 kilomètres de long, une seule route, des pentes abruptes. S'il y a une embuscade, on est mort. C'est tout. Tu comprends? Les commandants restèrent silencieux. Je ne peux pas vous mettre en danger sur la parole d'un informateur. Je ne peux pas. Le responsable politique soupira. Maxime, je comprends. Mais c'est la 3e fois. Krimov l'avait promis. Je sais. Et encore, peu importe. Ils s'assirent, attendirent. Le soleil tapait fort, les ombres disparurent. La chaleur devint insupportable. Les gens buvaient de l'eau, les gourdes se vidaient rapidement. 10 minutes s'écoulèrent. 15. La radio grésillait. Drozdov, Krimov est en ligne. Drozdov décrocha le téléphone. Il savait ce qui allait se passer. Je vous écoute. La voix de Krimov, calme, froide, dangereuse. Drozdov, Selezniev a rapporté. Vous refusez d'obéir aux ordres, pour la 3e fois. Demande de reconnaissance, camarade lieutenant-colonel. Les gorges sont dangereuses. Il n'y a pas de reconnaissance. Les hélicoptères sont occupés. Je demande donc que l'opération soit reportée jusqu'à l'arrivée des forces de reconnaissance. Krimov resta silencieux. Drozdov, je te l'ai promis. À la 3e fois, tu passeras en cour martiale. Je me souviens. Vous insistez? J'insiste. Pause. Longue. Lourde. Drozdov, je te donne 30 minutes. Si un avion se libère pendant ce temps, j'en enverrai un. Sinon, tu entres dans la gorge. Interdiction de parler. Compris? Drozdov expira. Compris. Merci. Ne me remerciez pas. C'est vraiment la dernière fois. Je ne vous couvrirai plus, même si vous avez raison. Compris. Cliquez. Drozdov raccrocha. Il regarda sa montre. 30 minutes. Est-ce beaucoup ou peu? Il ne savait pas. Mais j'ai attendu. Le temps s'écoulait lentement. Drozdov se tenait près du véhicule blindé de transport de troupes, regardant l'entrée de la gorge. À environ 1,5 km de leur position. 2 rochers faisaient saillie de chaque côté, comme des portes. Au-delà, l'obscurité. La même image qu'il y a 2 semaines. Gorge étroite, pente abrupte, une seule route. La mort. S'il y a une embuscade, Drozdov se souvenait de son père, de la taïga, de l'ours près du rocher. Ne regardez pas là où tout le monde regarde. Regardez là où personne d'autre ne regarde. Il regarda, sur les pentes, dans les ombres, dans la forme des pierres. Je n'ai rien vu, c'était trop loin, mais il y avait un sentiment, fort, alarmant. Il y a un problème. L'informateur a parlé de 10 gardes de sécurité, mais pourquoi 10 hommes garderaient-ils des entrepôts au fond d'une gorge? C'est absurde. Soit il y a plus de gardes, soit les entrepôts servent d'appât. Et à quoi sert l'appât? Pour une embuscade. Drozdov prit les jumelles et observa les pentes. Rochers, crevasses, ombre. Rien de suspect. Mais même alors, il y a 2 semaines, rien n'était visible. Jusqu'à ce que les hélicoptères fondent sur nous. Il baissa les jumelles, il regarda sa montre. 20 minutes s'écoulèrent. 10 de plus. La radio était silencieuse. Drozdov serra les poings et attendit. Le responsable politique s'est approché. Vous pensez qu'ils vont l'envoyer? Je ne sais pas. Et sinon? Je dois y aller. Et ensuite? Drozdov le regarda. Priez. Le conseiller politique laissa échapper un petit rire, tristement. Je n'aurais jamais cru entendre ça de ta part. Drozdov haussa les épaules. Moi aussi. 5 minutes s'écoulèrent encore.
25. La radio était silencieuse. Drozdov leva les yeux vers le ciel. Vide, bleu, impitoyable. Pas un seul point. Les commandants se tenaient à proximité, silencieux, attendant. La compagnie était assise près des véhicules blindés de transport de troupes, silencieusement, dans une atmosphère tendue. On sentait que quelque chose clochait. Le commandant était nerveux, et il n'était jamais nerveux. 28 minutes s'écoulèrent. Drozdov prit la radio. « Quartier général, vous êtes en ligne ?» Crépitement de l'éther. « Le quartier général est à l'écoute. »« Drozdov, 28 minutes se sont écoulées. L'hélicoptère arrive-t-il ?» Pause. « Attendez, encore 1 minute. » 29. La radio grésillait. « Drozdov, Krimov, je vous écoute ? L'avion est dégagé, 2 Mi-24. On les déroute vers vous. Ils seront là dans 5 minutes. » Drozdov ferma les yeux et expira. « Merci, camarade lieutenant-colonel. »« Drozdov, je vous écoute. » Krimov resta silencieux. « S'il est vide, je te tirerai dessus personnellement. »« Compris. Cliquez. » Drozdov ouvrit les yeux et regarda les commandants. « Il y aura un avion, dans 5 minutes. » L'officier politique siffla. « À la dernière seconde ?»« Oui. » Ils attendirent. 4 minutes plus tard, un bourdonnement se fit entendre. Grave, familier. 2 points apparurent à l'est, se rapprochant rapidement. Hélicoptère, Mi-24. Ils ont ignoré l'entreprise. Faible. Tokiwoki. « Le vol 9 est en contact. » Drozdov écoute. « Que vérifions-nous ? Il y a un ravin devant nous, des pentes, des grottes, des crevasses. Information, des caches d'armes se trouvent dans les profondeurs, mais une embuscade est possible. Demandez une fouille approfondie. » Compris, allons-y. Les hélicoptères ont fait demi-tour et se sont dirigés vers les gorges. Drozdov leva ses jumelles et regarda. Les hélicoptères pénétrèrent dans la gorge. Ils descendirent. Ils suivirent les pentes, lentement. Méthodiquement. 1 minute passa. 2. La radio était silencieuse. Drozdov tenait les jumelles. Ses mains étaient moites. Encore 1 minute. La radio grésillait. « Vol 9, contact !» Le cœur de Drozdov se mit à battre la chamade. « Je vous écoute. » Visuellement, un important groupe ennemi sur les 2 versants, estimé à 200 hommes, peut-être plus. Mitrailleuses, RPG, canons sans recul. Tout était réglé pour tirer sur le terrain. Drozdov serra la radio contre lui. « Je confirme, une embuscade ? » « Je confirme, un piège à feu classique. Si vous y étiez entré, vous n'en seriez pas ressorti. » Drozdov expira lentement. « Compris, demande de grève. »« Accepté, commençons. Les hélicoptères ont fait demi-tour et se sont mis en vol stationnaire. Les missiles ont été lancés, l'un après l'autre. Explosion, rugissement, fumée. L'entreprise a observé en silence. C'est tout. » Drozdov resta immobile, observant à travers ses jumelles. Les pentes étaient en feu. Une fumée noire s'élevait dans le ciel. Les hélicoptères enchaînaient les approches. Missiles, canons, encore des missiles. Ils ripostèrent par en dessous. Les balles traçantes s'élevèrent vers le haut. Un hélicoptère a tressauté. Il a esquivé. Il a continué à tirer. Environ 15 minutes s'écoulèrent. Enfin, la radio. « Vol 9, résistance écrasée. L'ennemi bat en retraite. Vous pouvez entrer. » Drozdov baissa les jumelles. « Des pertes ennemies ? Visuellement, c'est impressionnant. Je ne saurais dire avec certitude. Beaucoup de corps. Beaucoup de blessés. »« Compris. Merci. Bonne chance. » Les hélicoptères ont fait demi-tour et sont partis. La fumée dans la gorge s'est lentement dissipée. Silence. Drozdov s'est tourné vers l'entreprise. Tous les regards se tournèrent vers lui. Il a dit calmement « 200 personnes. Elles nous attendaient. Les hélicoptères ont été détruits. »
Silence. Absolu. Alors le commandant de la première section jura à voix basse. Le responsable politique s'est assis par terre et s'est couvert le visage de ses mains. Le commandant de la deuxième section contempla le ravin, silencieusement, le visage pâle. Drozdov prit la radio. « Quartier général Drozdov, je vous écoute. Des hélicoptères ont détecté une embuscade de grande ampleur. 200 ennemis sont neutralisés. Ils demandent l'autorisation d'entrer dans la gorge. » Pause. Puis la voix de Krimov. « Drozdov, je vous écoute. » Krimov resta silencieux. « Tu avais encore raison. » « Oui. » « Pour la 3e fois consécutive. » « Oui. » Une autre pause. « Entrez. Vérifiez les entrepôts. Revenez. » « Compris. » « Et Drozdov, je vous écoute. Viens chez moi ce soir. On va discuter. » « Compris. Cliquez. » Drozdov s'est tourné vers l'entreprise. « Chargement en cours, nous entrons dans les gorges. » Les gens montaient dans les véhicules blindés de transport de troupes, lentement, silencieusement. Tout le monde comprenait. Sans le commandant, ils seraient morts. Tous. Les moteurs ont démarré, la colonne s'est éloignée. Les véhicules blindés de transport de troupes pénétrèrent dans la gorge, lentement, prudemment. Drozdov regarda autour de lui. Les pentes étaient couvertes de cratères, des buissons calcinés, des rochers brisés, des corps. Beaucoup de corps. Il se détourna. La colonne a continué. 1 kilomètre, 2, 5, 8 kilomètres. Village. Il y avait des entrepôts là-bas, absolument. Des armes, des munitions, en grande quantité. Les sapeurs ont posé des explosifs et les ont fait détonner. Des entrepôts ont été dynamités. Tâche accomplie. La compagnie fit demi-tour. À travers les gorges, en longeant les pentes mortes. Nous sommes arrivés dans un espace ouvert. Drozdov ordonna l'arrêt. Il sortit du véhicule blindé de transport de troupes. J'ai jeté un dernier regard vers la gorge, qui était censée devenir une tombe, pour la 3e fois. Mais ça n'a pas été le cas, parce qu'il n'y est pas allé, parce qu'il a insisté, parce qu'il n'a pas reculé. Le responsable politique s'est approché. « Maxime. »« Oui. »« Merci. » Drozdov le regarda. « Pourquoi ?»« Pour être en vie. » Drozdov sourit. « Ne me remerciez pas. Remerciez votre père. C'est lui qui vous a appris à regarder. » Il se tourna vers le véhicule blindé de transport de troupes et y monta. La colonne s'est déplacée, vers la base. Le soir, Drozdov vint à Krimov. J'ai frappé. Je suis entré. Krimov était assis à table, seul. Il regardait par la fenêtre. « Asseyez-vous. » Drozdov s'assit. Krimov se retourna et le regarda. « 3 fois, Drozdov. »« Oui. » « Vous avez refusé à 3 reprises d'obéir aux ordres. »« Oui. » « Tu as eu raison 3 fois. » Drozdov resta silencieux. Krimov se leva et se dirigea vers la fenêtre. « Les pilotes ont fait leur rapport. Aujourd'hui, il y avait environ 200 dushman. Il y a 2 semaines, 300. Il y a 1 mois, 200. Pause. 700 hommes. 3 embuscades majeures ces 6 derniers mois, toutes sur vos routes. Il se retourna. Comment faites-vous ? Drozdov haussa les épaules. Je regarde, j'analyse. Je ne me fie pas à la carte, je me fie à mes yeux. D'autres regardent aussi. D'autres regardent ce qui leur est montré. Moi, je regarde ce qui est caché. Krimov acquiesça. Votre père est garde-chasse ? Était. Vous a-t-il appris à voir les choses différemment ? Oui. Krimov retourna à la table et s'assit. Drozdov, j'ai une proposition à vous faire. Je vous écoute. Je veux que vous formiez d'autres commandants. Vos méthodes, votre approche. Drozdov fronça les sourcils.
Je ne suis pas sûr que cela puisse s'enseigner. Pourquoi? Ce n'est pas une technique, c'est de l'instinct, de l'expérience, de l'intuition. Mais peut-on transmettre les notions de base? Drozdov réfléchit. Oui, c'est possible. Les principes de base. Oui. Alors faites-le. Réunissez les commandants de section et de compagnie. Expliquez-leur, montrez-leur. Au moins, apprenez-leur à reconnaître le danger. Drozdov acquiesça. Bien. Krimov ouvrit le tiroir du bureau. Il en sortit un dossier. Il le posa devant Drozdov. Une dernière chose. Je vous remets l'ordre de l'Étoile Rouge. Pour 3 opérations de sauvetage. Pour aucune perte au sein de la compagnie. Drozdov resta silencieux. Tu n'en as pas envie? Ce n'est pas ça, j'ai juste fait ce que j'avais à faire. Tu as fait plus que tu n'aurais dû. Tu as mis ta carrière en péril. Tu as mis ta liberté en péril. Pour le bien du peuple. Krimov rapprocha le dossier. Cette commande est méritée. Signez-la. Drozdov a signé. Krimov a supprimé le dossier. Gratuit. Drozdov se leva et se dirigea vers la porte. Drozdov. Il s'arrêta. Je? Krimov le regarda. Vous êtes le meilleur commandant que j'ai vu depuis 2 ans. Non pas parce que vous êtes courageux, non pas parce que vous êtes intelligent, mais parce que vous pensez aux gens. Toujours. Drozdov acquiesça. Merci, camarade lieutenant-colonel. Prenez soin de vous et de l'entreprise. Volonté. Drozdov est parti. Couloir. Bruit de bottes sur le béton. Écho. Il sortit. Les montagnes s'assombrissaient. Les étoiles apparurent. La compagnie attendait à la caserne. Ils l'ont vu. Ils l'ont encerclé. Bien? Commande. Sérieusement? Étoile rouge. Silence. Puis des applaudissements. Rares, mais sincères. Drozdov sourit. Ça suffit, dispersez-vous. Ils se séparèrent, ils discutèrent, ils rirent. Drozdov se retrouva seul. Il s'assit sur les marches. Il sortit un bloc-notes, l'ouvrit, écrivit. 3 embuscades, 700 hommes de main, 0 perte. Non pas parce que j'ai eu de la chance, mais parce que j'ai vérifié. Vérifié toujours. Même si tout le monde dit que c'est propre. Surtout alors. Il ferma son carnet et contempla les montagnes. Quelque part là-bas, il préparait de nouvelles embuscades. Mais son entreprise était prête, parce que le commandant voyait les choses différemment. Et il ne recula pas. Jamais. Le 28 juillet 1985, cérémonie de remise des prix, place de parade, formation. Krimov a présenté les ordres. 3 personnes. Drozdov était le dernier. Le lieutenant-colonel Drozdov, pour le courage et l'héroïsme dont il a fait preuve dans l'exercice de ses fonctions militaires, reçoit l'ordre de l'Étoile Rouge. Krimov épingla la médaille et lui serra la main. Dans un murmure, « Tu le mérites ». Drozdov acquiesça. La formation prit fin, ils se dispersèrent. Le soir venu, Drozdov était assis dans sa chambre, en train de regarder la commande. Étoile rouge, lourde, froide. Pourquoi? Pour avoir désobéi aux ordres? Pour avoir douté? Pour avoir été têtu? Non, parce que 120 personnes étaient encore en vie. C'est plus important que n'importe quel ordre. Il a mis la commande dans la boîte et l'a verrouillée. J'ai sorti mon carnet et j'ai relu mes notes. 3 embuscades, 700 hommes de main, aucune perte. Des chiffres, arides, précis. Mais derrière eux se cachent des vies. 120 vies. 120 mères ne recevront pas d'avis de décès. 120 pères refusent de boire seuls en regardant une photo de leur fils. 120 familles ne s'effondreront pas sous le poids du chagrin. Cela a plus de valeur que n'importe quelle récompense. Drozdov ferma le carnet. Je suis allé me coucher. J'ai dormi paisiblement. Pas de cauchemar. Parce que ma conscience était tranquille. Drozdov est rentré chez lui en décembre. La rotation s'est terminée.
L'avion a atterri à Krasnoïarsk. Froid, neige, gel. Après l'Afghanistan, c'est comme une autre planète. Lena m'a accueilli à l'aéroport avec sa fille. Katia avait bien grandi. Je ne l'ai pas reconnue tout de suite. Il serra sa femme dans ses bras et prit sa fille dans les siens. « Papa !»« Bonjour, Soleil. » Katia le regarda. « Tu seras toujours à la maison maintenant ?» Drozdov regarda Lena. Elle resta silencieuse, attendant une réponse. « Je vais essayer, » dit-il. « Rentrons à la maison. » Rue familière, maison familière, tout était pareil qu'avant. Mais lui, il était différent. J'ai vu différemment, j'ai entendu différemment, j'ai ressenti différemment. La première semaine, je sursautais au moindre bruit. Je cherchais un abri, je scrutais les toits. Lena n'a pas posé la question, elle avait compris. Je m'y suis habitué petit à petit, je me suis détendu, j'ai repris une vie normale. J'ai servi dans cette unité, j'ai commandé une compagnie, j'ai formé des jeunes, je leur ai dit ce que j'avais noté dans mon carnet. Regardez là où personne d'autre ne regarde. Regardez là où personne d'autre ne regarde. Vérifiez tout, même si la commande est claire. La vie des gens est plus importante que les horaires. Les jeunes écoutaient. Certains comprenaient, d'autres non. Mais ceux qui ont compris ont survécu. Maxime Drozdov a servi pendant 15 ans de plus et a pris sa retraite avec le grade de lieutenant-colonel. Il retourna à Krasnoïarsk. Il mena une vie paisible. Il travailla comme garde-chasse, comme son père. Je suis allé dans la taïga. J'ai observé les traces. J'ai lu la forêt. Il a enseigné à ses petits-enfants ce que son père lui avait enseigné. Regarde, écoute, réfléchis. Il parlait rarement de l'Afghanistan, seulement de temps en temps, quand on lui posait la question. Il a parlé brièvement, sans donner de détails. J'ai servi, j'ai commandé une compagnie, nous sommes tous revenus, chanceux. Pas de chance, il le savait, et ceux qui ont servi sous ses ordres le savaient aussi. 120 personnes ont survécu, non pas par chance, parce que le commandant n'a pas battu en retraite. 3 fois. Quand tout le monde disait « allez-y », il disait « arrêtez ». Quand tout le monde disait « propre », il disait « vérifiez ». Lorsqu'ils ont menacé de le traduire en justice, il a répondu « envoyez des reconnaissances ». Et il avait raison. À chaque fois. 700 hommes de main, répartis en 3 embuscades, prêts à tuer sa compagnie. Mais l'entreprise a survécu. Parce qu'une personne a vu quelque chose que les autres n'ont pas vu. Et il n'avait pas peur de dire non. Maxime Drozdov est décédé en 2005, à l'âge de 52 ans. Cœur. Il a été enterré à Krasnoïarsk, avec les honneurs militaires. 37 hommes de sa compagnie sont venus aux funérailles, ceux qui avaient survécu, ceux qui se souvenaient. Ils se tenaient près du cercueil, en silence. L'un d'eux, l'ancien commandant de la première section, a alors déclaré « Il nous a sauvés. 3 fois. » Tout le monde s'en souvient. Les autres acquiescèrent. Sans lui, nous ne serions pas là, pas un seul. Ils restèrent là un moment. Ils se dirent au revoir, puis ils se dispersèrent. Sur la pierre tombale, ils ont simplement écrit « Lieutenant-colonel Maxime Drozdov, commandant de compagnie, a ramené tout le monde à la vie. » Rien de plus, parce que c'était l'essentiel. Ni ordre, ni titre, ni exploit. Et le fait que 120 personnes soient rentrées chez elles, aux épouses, aux enfants, aux mères, parce qu'une personne a dit non, et il n'a pas reculé.